La situation a commencé à changer avec Trudeau et surtout sur Mulroney, avec des coupures de transfert pour la santé. Et dès le début, les soins de santé publique, c'était fondé sur un cofinancement 50-50. Mais après les coupures, on a tombé à 15-18% de financement fédéral. Le Québec est une des provinces qui consacre le moins aux services publics de santé. On dépense au Québec environ 300 $ de moins que la moyenne canadienne. Et quand on applique ça à 7,7 millions de population, on a un ordre de grandeur de l'ordre de 2 milliards de dollars, qui est un estimé conservateur du niveau de sous-financement public des services de santé. On n'a plus d'argent. Le but, c'est de faire peur. On va convaincre les gens qu'on est rendu très pauvres. Pour faire peur, là, on fait des graphiques qui ressemblent à ça. Ça, c'est des vrais chiffres, hein, je ne les ai pas inventés. C'est nos dépenses de santé au Canada en dollars courants. Ça, vous avez ça depuis 30 ans. À regarder les dépenses, ça fait peur. Ça s'en va vers le ciel. On va bientôt toucher les 100 milliards de dollars de dépenses. Il ne faut pas dramatiser la perception, comme plusieurs s'ingénient à le faire dans le but de justifier une plus grande privatisation du système de santé. C'est bien certain que si les gouvernements consentent des réductions d'impôts à ce moment-là dans leur budget, les dépenses de santé vont prendre un poids plus considérable. C'est un peu ce qui s'est passé aussi au Québec. En bas, le trait rouge là, qui a l'air tout plat, c'est les mêmes dépenses de santé, les mêmes chiffres. Sauf cette fois-ci, sur le graphique, j'ai mis le PIB. Le PIB, là, c'est le produit intérieur brut, c'est la richesse collective qu'on crée au Canada. Ce qu'on voit, c'est qu'à regarder notre richesse collective quand elle augmente, puis nos dépenses de santé, elle augmente un petit peu. Puis pour ça, quand on ne veut pas dire de niaiserie, on fait des graphiques qui ressemblent à ça. C'est les dépenses de santé en pourcentage du PIB. Combien on dépense dans la santé par rapport à l'ensemble de la richesse. Puis ça, vous avez les 20 dernières années pour le Canada puis pour le Québec. Le Québec, on est en rouge. Il y a 20 ans, on dépensait 7,5% du PIB. Il y a 10 ans, on dépensait 7,5% du PIB. Puis maintenant, on dépense 7,5% du PIB. Vous voyez, la croissance est terrifiante. Là. On s'en va droit dans le mur. Parce que plusieurs veulent nous faire croire qu'il y a une espèce d'apocalypse qui s'en vient à cause de l'invasion des personnes âgées qui vont devenir prépondérantes dans notre société. C'est assez facile à calculer, hein, savoir qu'est-ce qui va se passer dans 20 ans. On prend le nombre de personnes qu'il y a maintenant pour chaque tranche d'âge, on ajoute 20 ans, puis on regarde combien il va en avoir. Quand on fait ce calcul-là, on se rend compte que les dépenses de santé vont augmenter à cause du vieillissement d'à peu près 1% par an. C'est de l'argent. C'est pas stressant. Monique Vézina, du Bureau québécois de l'Année internationale des personnes âgées, disait « Déjà, les personnes âgées ont la douloureuse impression qu'on leur reproche d'être l'unique cause de l'engorgement des hôpitaux, d'être à l'origine de tous les maux qui affectent le système de santé, bref, d'être vieilles. Pourtant, les aînés n'ont jamais été en si bonne santé. » Il y a 4 autres causes beaucoup plus importantes de l'augmentation des coûts du système de santé. Ce sont les médicaments qui augmentent leurs coûts à des vitesses grand V, les technologies et surtout l'utilisation inappropriée de technologies, comme on en voit souvent dans les cas d'acharnement thérapeutique, l'utilisation inappropriée de l'hôpital et quatrièmement, la privatisation du système de santé qui va engendrer et engendre des coûts, on le voit chez nos voisins du Sud, qui sont largement supérieurs aux coûts des systèmes financés publiquement. Le Canada paye 30% plus pour le médicament que le reste du monde. Par contre, le Québec paye 40% de plus. Et dès le début, c'était expliqué qu'on paye ça, mais on reçoit les bénéfices économiques en termes de recherche pharmaceutique, en termes d'emploi. Et que ça coûte 2 fois plus en termes de subventions publiques que bénéfices économiques de l'industrie. Ça veut dire que c'est une politique de faillite. Ça ne marche pas, cette politique industrielle-là. Donc, une des politiques les plus évidentes à l'heure actuelle pour des avantages qu'on accorde à l'industrie pharmaceutique des médicaments d'origine, c'est la règle de 15 ans. La règle de 15 ans, c'est une règle unique au Québec, qui est appliquée nulle part ailleurs dans les autres provinces du Canada et qui accorde une protection supplémentaire aux médicaments d'origine pour faire en sorte que les compagnies pharmaceutiques puissent engranger des profits plus longtemps. Et l'industrie pharmaceutique n'a pas de mesure de contrôle des prix, peut imposer pratiquement les prix qu'elle veut.
Entre autres, au Canada, le gouvernement, l'organisme qui est chargé de fixer le prix des médicaments d'origine, se base pour ça sur le prix des 7 pays qui vendent les médicaments les plus chers. Ce qui fait que ça gonfle artificiellement le prix des médicaments. Et à l'heure actuelle, au Québec, on a appliqué un régime hybride d'assurance médicaments qui fait en sorte que 43% de la population est couverte par la portion publique gouvernementale du régime et le reste, donc la majorité de la population québécoise, est couverte via des assurances privées collectives. Quand le gouvernement ne contrôle que 43% des dépenses en médicaments, c'est difficile pour lui d'instaurer des mesures de contrôle des coûts qui soient pleinement efficaces. Il faut rétablir le niveau de financement du système public de santé pour assurer sa pérennité et garantir les objectifs d'accessibilité, d'universalité et de gratuité auxquels la population est profondément attachée. Il faut renforcer notre système public parce que c'est la meilleure façon de faire face au vieillissement de la population, mais pour ça, il faut réinvestir. Notre système de santé, au niveau du financement, c'est ce qu'on peut faire de mieux. Il est performant, il est équitable et il est très robuste. Tout le monde est soigné pour pas trop cher et ça marche bien à travers le temps. Et puis là, on est dans les derniers milles. Le processus de privatisation du financement, il s'accélère. On est dans un processus où on a des gouvernements qui de plus en plus ouvertement disent « Bon, c'est pas si grave. On va laisser aller la santé, on va laisser aller le financement, on va privatiser notre système de santé. » Les entreprises au Canada jouissent d'un avantage comparatif considérable du fait de la prise en charge collective du financement de la santé comparé à leurs vis-à-vis américains. Alors, il faut que le gouvernement aille se refinancer auprès des entreprises. La solution pour nous, c'est l'adoption d'un régime entièrement public d'assurance médicaments. Pourquoi? Parce que ça donne au gouvernement les moyens de contrôler le coût des médicaments de façon optimale. Des chercheurs canadiens ont publié une étude en septembre 2010 qui montre que le Québec pourrait aller chercher jusqu'à 3 milliards de dollars d'économies grâce à la seule instauration d'un régime entièrement public d'assurance médicaments. Donc pour nous, c'est clair que dans le débat actuel sur les finances publiques où le gouvernement cherche désespérément des façons de renflouer ses coffres, on a là une manne qui est inespérée. C'est très facile d'instaurer des mesures pour aller chercher des sous sur la question des médicaments. Bien, la santé, là, c'est la façon la meilleure de la financer, c'est par des impôts. Parce que les impôts, c'est progressif et c'est la meilleure façon de redistribuer les revenus. Puis actuellement, on pourrait mettre un 4e palier d'imposition, mettons, pour taxer ceux qui gagnent plus que 100 000. Puis la santé, c'est un bien commun, c'est un bien collectif. Puis au Québec, on a fait le choix d'un système universel qui donne des soins de santé, quelle que soit la hauteur du portefeuille.